Bonjour à tous et à toutes, on est au SQDC, le simulateur Québec Drift Championship. On est sur le round numéro 7, autrement dit la ronde si on parle comme les Québécois. On est sur le circuit de Saint-Eustache et maintenant c'est les battles, c'est le top 16. Et je suis accompagné de Stéphane Gagnon. Salut Stéphane. Salut Gaétan, j'espère que tu es prête parce que ça commence déjà en force avec un Byron au niveau de Jonathan Le Breton. C'est pas aussi en force que prévu un Byron, mais d'ailleurs, toi qui connais un petit peu, explique-nous c'est quoi un Byron? En fait, c'est que la comptabilisation des pilotes est un peu, dans le fond, pas even, donc on a un nombre qui est un petit peu moins élevé, donc on va aller seulement faire une run pour aller avoir un pointage, donc on n'a pas d'adversaire, on doit faire une run qui est complète, qui est bonne, puis on se trouve à déjà move en top 8, donc on est déjà en ce moment après partir carrément dans la deuxième braquette au niveau de bracket. D'accord, ok, très bien. Eh merci pour ces précisions. Donc en avant pour le Byron. Justement, le Breton qui avait fait vraiment des émules lors des qualifications. D'ailleurs, c'est lui qui a la meilleure place de qualification. C'est bien pour ça que c'est le premier battle. Ça aurait été normalement le premier contre le dernier, mais le dernier a malheureusement marqué 0 points. Et on voit cette JDX100 devant vous. Alors forcément, on est moins alarmé parce qu'il y a moins d'enjeux, parce que là c'est un Byron. Mais en tout cas, il faut faire un run valide, et c'est le cas avec cette JDX100 de Le Breton, vraiment très bien amené ici sur la piste de Saint-Eustache. Oui, on a quand même une belle exécution pour Le Breton, c'est toujours quand même assez fluide. Donc le top 16 que je vous rappelle qui est présenté par Shapeshifters. Shapeshifters qui est un de nos commanditaires, que lui, dans le fond, il produit des housses de shifter personnalisés, donc on peut carrément juste upgrader son intérieur de véhicule avec Shapeshifter. Il est trouvé sur les réseaux sociaux, Facebook et toutes les autres plateformes. Tout à fait. Et donc la prochaine battle, tu peux nous l'annoncer? Oui, c'est Steven Hatcher, donc avec le S2000. Au niveau des qualifications, on est allé chercher un pointage en deuxième run et on peut avoir ça Byron. Donc à nouveau un Byron. Bon, on fait les Byron dès le début, comme ça au moins c'est fait, c'est expédié. Et après on va pouvoir se recentrer sur le côté intéressant du drift qui est le battle. Et ben on va profiter du Byron, alors certes sous les yeux, mais on va pouvoir expliquer ce qu'est un battle. Un battle c'est composé de 2 runs. Il faut 2 pilotes. Donc là actuellement c'est pas le cas, donc c'est un Byron. Mais en tout cas il faut 2 pilotes pour faire un battle. Le but c'est qu'il y a un leader et un suiveur. Le leader c'est toujours le mieux noté pour le premier run. Et après qu'on ait fait le premier run, on inverse les positions et à ce moment-là le suiveur devient leader et le leader devient suiveur. Le but bien entendu pour le leader c'est de faire la plus belle ligne possible, comme s'il était tout seul, comme s'il était en qualification. Et le suiveur quant à lui doit réussir à faire mieux, c'est-à-dire rester dans la portière et suivre la ligne du leader, tout en respectant forcément la ligne qualification du jugement. Oui, puis bien sûr, les juges en tant que tels recherchent beaucoup de proximité, beaucoup de style, beaucoup d'angle, mais la job d'un leader, c'est carrément d'avoir une ligne qui est constante. On vient pas couper non plus. On ne frappe pas les clips et on garde ça en bon québécois bien clean. Donc la prochaine battle sera... C'est Jeff contre Bibo. Donc on a bien vu que Jeff Donnehy a donné une bonne qualification. On vient se battre contre Guillaume Bibo qui a une FRS contre une Corvette. Hâte de voir là, justement au niveau de la proximité, qu'est-ce qu'on va avoir là, comme battle. Tout à fait. Donc Monsieur Bibo, justement, qui avait été un petit peu mis en difficulté
sur ces runs-là. Sur les runs de qualification, heureusement, il avait marqué des points sur le tard, sur la fin. On va voir, on attend le départ qui va être donné par les juges. On attend le top départ incessamment sous peu. Et top départ qui est donné ici sur Saint-Eustache pour cette première battle qui va avoir lieu. Là, justement, là, on la voit, la C6R qui a pris beaucoup d'avance et derrière qui prend beaucoup d'engagement. Attention à l'erreur parce que ça fait une ouverture pour Monsieur Bibo qui va pouvoir venir chercher la proximité. Il va se faire grâce à ça. Ça vient toucher le mur pour la Corvette. Beaucoup d'erreurs en tout cas, mais derrière ça profite, ça profite. Jeff qui va quand même essayer de se ressaisir, mais qui sort large sur cette deuxième clip zone. Peut-être la pression a été trop forte, peut-être un peu de chance. Attention, Monsieur Bibo, beaucoup d'erreurs en tout cas. J'ai vu beaucoup d'erreurs pour ce run leader. En tout cas derrière, ça a fait le job. C'était chaud. Écoute, on est allé vraiment dans des erreurs majeures dans les deux cas, mais je dirais qu'il y a eu moins de proximité au niveau de Bibo. On a peut-être senti la pression, beaucoup plus de vitesse au niveau de Jeff. Honnêtement, c'était très ambigu comme battle. On dirait qu'on ressent déjà la pression du premier battle. C'est comme vraiment un contre un tantôt. Écoute, on est des Byron, on peut pas voir ce que la piste est capable de nous donner, là, mais on voit en tandem là, carrément que on a quelque chose. Là. Il y a beaucoup de pression. Là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, on y retourne justement. Et là, on va inverser les rôles. À ce moment-là, ça va être Jeff Donaghy qui va passer en suiveur. Et donc, si tu as bien retenu, on a inversé les rôles. Et ça va être... je prends des notes, je ne veux pas écorcher les noms. Jeff Donaghy en chase et Guillaume Bibo en lead. Et donc Jeff qui s'élance derrière Guillaume qui va devoir tenter puisqu'il a un avantage, c'est clair, il va pouvoir peut-être essayer de le maximiser, en tout cas c'est très propre de la part de Guillaume. Jeff va venir chercher à proximité, il est beaucoup plus proche du mur, mais il va falloir aussi se rapprocher du leader, et c'est chose faite peut-être sur cette transition juste avant la clip zone numéro 2, c'est très proche, la GT86 est quasiment poussée par l'énorme C6R qui vient faire rugir son V8, et attention la transition un petit peu tassée, qui a fait perdre la proximité. En tout cas, ça a joué le jeu du battle jusqu'au bout. Waouh, c'est ce qu'on veut voir, hein, Gaëtan, c'est ce qu'on veut voir. Ah ben là, grave, là, c'est vraiment, on ne demande que ça. Mais ce qui est intéressant au niveau des juges, c'est que en ce moment, on se trouve à comparer pour comparable, on se trouve à comparer une run au début, à la fin, mais il faut absolument y aller, je dirais, impartial, mais il faut y aller aussi niveau logique. Puis en ce moment, ça va être difficile quand même. Ça va être quand même difficile là, parce qu'il y a eu des erreurs majeures, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais on va attendre le jugement là, avec impatience. On va attendre effectivement. On attend justement les résultats. Ça va être compliqué à juger tout ça. Et forcément, ils seront pas trop de 3 les juges pour déterminer qui va rentrer chez lui, qui va passer au top 8. À savoir que une battle se joue sur 2 runs. Il suffit pas juste d'être bon en leader ou en suiveur, il faut être bon sur tous les plans. Et c'est à la fin de ces 2 runs là qu'on peut déterminer qui est le vainqueur de la battle. Donc on rentre les jugements présentement et c'est... Et donc les 3 juges pour Monsieur Bibo, forcément, qui vient remporter son ticket pour le top 8. Wow. Ben, c'est là qu'on a senti la fluidité là, au niveau de la run de lead, au niveau de Bibo. Beaucoup plus vite, on avait une consistance. C'est sûr qu'on a beaucoup rattrapé au niveau de la Corvette, mais on l'a senti aussi au niveau du Inside Clip 3, il y avait moins de proximité. Faut pas oublier qu'une run de lead, c'est un peu le chemin qu'on trace, donc on doit suivre cette run-là. Bibo l'avait quand même bien suivi, donc écoute, on donne la victoire là, à Bibo pour ça. Eh bien, merci pour ces précisions. Et ben, on va pouvoir préparer la prochaine battle. J'espère qu'elle sera du même acabit. En tout cas, beaucoup de proximité hein, pour les pilotes là.
Ouais. Mais moi, j'ai vraiment adoré le fait qu'en ce moment, on a un peu un battle qui se présente au niveau de Canuel et Théberge. C'est quelque chose qu'on appréhendait un peu. On a deux pilotes qui vont être un peu en bataille tout le temps. Il y a vraiment un esprit un petit peu compétition constamment au niveau de soit de la qualification, soit hors piste. Donc, je trouve ça intéressant qu'on réussisse à aller chercher ça là, comme battle. Là. Donc si j'ai bien retenu, c'est Alex Canuel face à Vincent Hébert, c'est ça? Oui, Vincent Héberge, qui se trouve être premier au championnat présentement, puis cinquième au niveau d'Alex Canuel. Donc, on peut aller chercher un petit peu plus de points là, si Canuel réussit à déroger Vincent au niveau du top 16, de ne pas pouvoir passer au top 8. Tout à fait. C'est intéressant, on se trouve à avoir 2 JZ contre 2 JZ. Donc du coup, ça s'annule. C'est ça, exactement. On se trouve à avoir un ballon un peu quand même très fair, là. Ça va être vraiment skills versus skills. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner là en piste. Les pilotes justement qui vont aller se placer sur la ligne de départ. Alex Canuel en leader, Vincent Hébert en suiveur. On va être avec les drivers là, si on veut délibérer ensemble. On va voir ce que ça donne. Allez, top départ cette fois-ci, Alex Canuel qui s'élance, Vincent Hébert juste derrière, Alex Canuel qui va venir chercher maximum de vitesse avec un déclenchement, avec un petit appel contre appel derrière, c'est très très proche pour Vincent Hébert qui a su garder la proximité, il est efficace Vincent, et devant il n'y a pas d'erreur, aucune erreur d'Alex qui lui laisse aucun répit à Vincent pour venir chercher la proximité maximum, Vincent Hébert qui est très très proche avec l'erreur peut-être d'Axel Canuel qui est venu partir un petit peu large mais sans trop de difficultés, et derrière ça rentre très très fort, ça touche un petit peu mais sans gravité. Quel run de la part de Vincent Hébert et d'Axel Canuel. Je pense que les gens qui sont venus regarder le stream aujourd'hui sont venus pour ça. Ça c'est un excellent battle, on a vraiment vu de la proximité, beaucoup d'angles, de l'agressivité. Ah, c'était impeccable. Ils m'ont surpris, tu vois, du coup j'ai perdu un petit peu ma voix parce que je m'attendais pas à devoir mettre autant de coffres parce que c'est le cas, ça méritait. Quel battle, on va changer. Ben là, à ce moment-là, on va inverser les places, on va voir si justement est-ce que Monsieur Alex Canuel va pouvoir mettre en difficulté Vincent Héberge qui a su jouer la proximité. Moi, ce qui m'intéresse vraiment de voir, c'est la pression de Chase, parce qu'on a eu une bonne proximité dans tous les banks, mais je pense que là, on va aller jouer très fort avec cette run de lead-là. C'est sûr qu'on va aller mettre beaucoup de pression dans la porte de Vincent. Et bien écoute, justement, on va avoir le top départ qui va pas tarder à tomber. Et voilà, c'est fait, top départ, Vincent Héberge, cette fois-ci en tant que leader, et Alex Canuel juste derrière. Est-ce que Alex Canuel va pouvoir mettre en difficulté Vincent? Et me semble-t-il qu'il trouve les ressources avec les mais il est très proche. Attention de ne pas partir à la faute pour Alex Canuel, qui part un petit peu plus large. Vincent Héberge surpris justement par le move de Alex. Oh là là, Vincent Héberge qui part complètement à la faute, et qui va venir pousser vraiment Alex Canuel dans ses derniers retranchements, qui lui aussi a su éviter l'erreur de Vincent Héberge. Je crois bien que Alex Canuel a su poser une pression de plomb sur les épaules de Vincent. Incroyable run. La pression se fait sentir. On le sent en régie aussi. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'au niveau des pilotes, les deux, ils ont été vraiment très sportifs. Il n'y a pas eu de mauvaise conduite là-dessus, mais beaucoup d'erreurs majeures. Moi, je trouve que ça sent le one more time. Écoute, ça a été tard, mais... Quand même, tu vois, on aime bien parler de sport, tu vois, j'en parlais un peu avec toi aussi. C'est quand même l'erreur de Vincent Héberge sur la fin, quand même, elle était quand même assez lourde. Hein. Je sais pas ce qu'on va en dire les juges, mais il est parti très loin à la sortie du match. Le jugement sort. Et on glisse. Et on attend d'avoir le jugement. On a un juge qui part pour Canuel, 2 juges, et voilà. Donc Alex Canuel remporte son battle. Et oui, Alex Canuel, écoute, c'était solide comme run, j'ai vraiment aimé. Ça, c'est du spectacle qu'on cherche, on a vraiment envie de ça.
SQDC, là, écoutez, c'est que le début. Des runs de qualité comme ça, vous allez en voir. Prenez le temps de nous suivre sur les plateformes, Facebook, le Twitch. On travaille vraiment fort justement pour être capable de vous donner un show comme on vous donne aujourd'hui, qui est notre premier en fait, Gaétan. C'est la première fois qu'on le fait ensemble. Je trouve ça bien, là. À date, on a une bonne participation de tout le monde. J'aimerais ça aussi voir quelques commentaires s'il y a des gens qui ont l'impression que vous passe par la tête, mais pour l'instant, je vous dirais qu'on est vraiment fiers de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent pour notre... Mais moi donc, et moi donc. Alors, est-ce que tu vas pouvoir nous annoncer la prochaine battle, Stéphane? Oui, donc, puisque Canuel et Héberge est terminé, on a Diamond contre Giroud qui s'approche. On va vraiment aller voir un autre type un peu de ballon. Okay, Mark Diamond est un peu... on se le cachera pas, on en a parlé en entrée de jeu au niveau des qualifs. C'est lui qui a créé la piste avec nos collaborateurs. Puis on a aussi Giroud, que lui, Sam... Écoute, on a vraiment deux types de bolides extrêmement différents. Un S15 contre un pick-up, donc c'est un peu quelque chose de différent. Ouais, justement, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que Mark Diamond avait quand même un beau style. C'était fait un peu peur hein, sur les qualifications. Ben oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas vraiment nécessairement scoré là, très fort, mais c'était pas quelque chose d'alarmant parce qu'on savait qu'il était capable d'aller chercher une meilleure position. Mais Mark Diamond est quand même qualifié 5e aujourd'hui. Super bon score, fluide. Donc, on attend d'avoir justement Mark Diamond sur la start line. On l'attend. J'espère qu'il va pouvoir se présenter assez tôt parce que malheureusement, s'il ne se présente pas, eh bien c'est 0. Où est-il? Que fait-il? Une bonne question. Un peu chaud, là, je te le cacherai pas, ça s'est réchauffé aujourd'hui à Saint-Eustache. J'ai senti que la pression a donné un peu de chaleur, là. C'était du gros travail. En tout cas, le voilà, Mark Diamond, il est en chauffe. Et derrière, justement, son concurrent direct pour cette battle, Sam Giroud, avec lui aussi qui va venir faire chauffer son GMC pick-up. Un bon vieux pick-up. Exactement. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais on espère que ça va pas finir en marmelade au premier virage. Écoute, si on se souvient comment que Sam Giroud avait qualifié, le Outside Zone 2 va être quelque chose qu'on doit observer de près. Je pense. Parce que le bac à sable, il va être assez extrême sur cette. Donc on attend le top départ, je le rappelle, Mark Diamond en leader, suivi de près derrière qui va être Sam Giroud. Et c'est le départ justement, Mark Diamond qui va prendre toute la vitesse, Sam Giroud qui essaie de garder le maximum de proximité. Ça se cherche un petit peu au déclenchement, en tout cas c'est parti, c'est fait un petit peu, il va falloir trouver des solutions pour Sam Giroud pour bien mettre la proximité. En tout cas c'est prendre beaucoup plus d'angle pour Sam Giroud qui semble un petit peu avoir récupéré de la vitesse pour venir chercher la proximité sur Mark Diamond. Mark Diamond justement, implacable run, très efficace, c'est très bien joué de sa part parce que derrière Sam Giroud cherche vraiment les solutions pour revenir au contact. C'est du très beau run leader, c'est du très bon run leader et Sam Giroud qui a un petit peu été surpris me semble-t-il par le style qui a été mis en place par Mark Diamond. Ouais, exactement. On a vu aussi en approche là, au niveau d'Inside Clip 1, on est allé un petit peu couper l'angle, aller chercher un peu la vitesse. Au niveau du Outside Zone 2, on est allé chercher un petit peu plus de proximité, mais on est vraiment essayé d'aller chercher plus de vitesse, beaucoup de corrections, mais je veux dire, ça a été quand même clean, là, mais la run de lead, définitivement, très belle run de lead. Pendant qu'on profite justement de ces images à nouveau, les replays, les reprises, c'est vraiment super, un super travail qui est effectué là pour vraiment nous proposer des replays. Je crois bien que ça doit être les seuls, vous êtes les seuls à proposer ça. En tout cas, on va inverser les positions. Sam Giroud, cette fois-ci, leader, et Mark Diamond, suiveur. Est-ce que Sam Giroud va pouvoir venir pousser Monsieur Diamond dans ses derniers retranchements? Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence? En tout cas, Mark Diamond joue l'agressivité, joue le battle, il vient chercher la portière de Sam Giroud. Attention, on va pas aller trop loin dans le mur. Oh, l'erreur de Mark Diamond et Sam Giroud qui doit garder la tête froide, continuer, la run n'est pas finie.
Et derrière, Mike Diamond qui doit manger son chapeau, qui doit vraiment manger tout un petit peu, comment dire, beaucoup d'aigreur, parce que là, c'est une erreur qui va être majeure. Et devant, ça a été propre de la part de Sam Giroux, quelques roues ici et là. Ben, je pense que tout le monde a pu observer qu'il y a eu quand même 2 erreurs majeures au niveau des 2 pilotes. J'ai hâte de voir là, le consensus des deux. On voit à la reprise l'approche qui a été. C'est quand même très bien. Là. Je ne cacherai pas que j'ai aimé le battle, mais erreur pour erreur, on est à la même place. On va regarder vraiment ce qu'en disent les juges. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs. Est-ce que après Sam Giroux a gêné Mark Diamond? Est-ce que c'est une erreur de plein pied de Mark Diamond sur le premier mur? En tout cas, c'est les juges qui vont analyser les images et nous donner une décision. Tac, tic, tac, la pression monte. Je peux vous dire que quand vous êtes pilote, que vous attendez que ça tombe, que vous ne savez pas trop où vous en êtes, et vraiment, je peux vous dire que la pression, elle est colossale quand on attend que le résultat tombe. Pour que les gars s'attendent à un jugement souvent favorable envers eux autres, on s'entend. Alors, on va voir le jugement d'ici peu. Attention, ça va être compliqué, je sens. Oh, les juges sont en train de se placer. Le 1, le 2, le juge 3 qui va venir finir de mettre un clou peut-être dans le cercueil. Et c'est un one more time. Eh bien, écoute, one more time, est-ce que tu peux nous expliquer le one more time, Stéphane? Oui, en fait, vu qu'on n'a pas réussi à avoir un jugement qui était favorable soit envers Mark Diamond ou Sam Giroux, ben écoutez, c'est comme un draw. On se trouve à refaire une run. On veut vraiment aller chercher et voir c'est qui mérite le battle. On refait une run et puis celui qui a tiré le meilleur, ben on aura la victoire suite à ce one more time. Nous, on va pas cacher notre plaisir du coup. Exactement, puis je pense qu'il y a souvent des one more time qui peuvent se suivre d'un autre one more time, donc on n'a jamais vraiment l'assurance de savoir qu'il va y avoir un gagnant au niveau d'un one more time. Là. Tout à fait, justement, et on va voir. En parlant de la science, on va voir ce que ça va donner. Parce que du coup, le one more time, c'est une deuxième chance, mine de rien. Et la deuxième chance, elle s'offre à Mark Diamond, elle s'offre à lui. Et il va falloir tout donner. On savait que justement Sam Giroux était un petit peu en difficulté en proximité. Est-ce qu'il va pouvoir trouver la solution? Mark Diamond très intérieur sur ce premier virage. Il n'a pas voulu prendre aucun risque. Et derrière, ça fait les affaires de Sam Giroux qui arrive à revenir en contact. Attention à Sam Giroux, il va se bloquer le long du mur. Ouh, le move de Sam Giroux, vraiment in extremis. Et devant Mark Diamond qui fait le job avec sa S15, très très propre sur ses trajectoires. Sam Giroux, un petit peu de correction. En tout cas, il est uniforme dans sa proximité. C'est propre, ça fonctionne. Et derrière, il va venir chercher un petit peu la vitesse pour clôturer ce premier run. C'était bien. On se cacherait pas aussi qu'on commence à être fatigué. Un one more time. On connaît la piste, mais on sent aussi que la pression monte. On a envie de donner un show, c'est sûr, mais on a envie d'être aussi... ça soit favorable pour nous, mais quand on fait une chase, là, on le sent, là, on n'a vraiment pas envie de faire d'erreur parce que ça va jouer sur le lead au niveau d'âme. Il faut qu'il donne un lead plus agressif, plus rapide pour aller chercher plus de distance parce qu'on a quand même vu une bonne proximité. Eh bien, écoute, tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi, Stéphane. Et de toute façon, là, en parlant de fatigue, eh ben, deuxième run. Et cette fois-ci, on a inversé les positions. Normal, à ce moment-là, c'est Sam Giroux qui va être avec son pick-up GMC en tant que leader. Et derrière, Mark Diamond va devoir faire le job avec sa S15. Tout à l'heure, Mark Diamond a heurté le mur. Psychologiquement, on s'en souvient, ça laisse des traces quand on est pilote. On va faire attention à ce qui va se passer tout de suite au déclenchement. Sam Giroux, très discret, efficace en tout cas sur son déclenchement. Derrière, Mark Diamond qui va venir chercher à proximité. Il a fait attention à son mur justement. Et Sam Giroux qui était très proche en sortie. Efficace de la part de Sam Giroux. On le sent beaucoup plus libéré en position de leader. Et derrière, Mark Diamond qui a peut-être un petit peu de difficulté pour revenir au contact. Il a l'air d'être très très rapide. Ce pick-up GMC.
Oh, l'erreur un peu lointaine de la part de Sam Giroux, et derrière, ça sort là pour Mark Diamond. Est-ce que Mark a été gêné par par la trajectoire de Sam? Je ne sais pas. Franchement, là, c'est compliqué. Hey, ça s'est joué dans la deuxième run. Le chase au niveau de Mark Diamond. Je sens qu'on l'a perdu là, au niveau du Inside Clip 3. Malheureusement, on a gardé un peu plus de distance. On est allé vraiment frapper là, près du Inside Clip 2. Je pense que ça. Mais moi, je me demande vraiment si justement Sam Giroux n'a pas mis, ça n'a pas gêné Mark Diamond le fait qu'il soit très très extérieur. Parce qu'on a vu Mark en fait obligé de faire une transition un petit peu avortée. Alors. Et on va avoir le résultat qui est donné. Et victoire de Sam Giroux. Ouais. Et justement, il a su l'amener loin, ce pick-up GMC. Écoute, il est allé faire un voyage de courage là, avant de se rentrer à l'autodrome Saint-Eustache. Moi, j'ai senti vraiment... écoute, c'est toute une surprise. Là. Je suis vraiment content pour lui. Il doit être vraiment fier de lui. Belle run. On a vraiment un lot de surprises aujourd'hui. Et... honnêtement, Saint-Eustache, c'est ça, c'est vraiment l'effet de surprise, le mur, le bac à sable, et tout peut jouer dans un One More Time. Là. Alors, quelle sera notre prochaine battle, mon cher Stéphane? Alors, pour la prochaine battle, là, on parle de Pelletier et de Lynch. Donc, Pelletier aussi qui se trouve à avoir un peu de trouble là, au niveau de quelques ajustements de sa piste, mais il est allé chercher un bon pointage quand même. On est allé chercher quand même la 6e position, mais je m'attendais à... On va voir ce que ça va donner. Et du coup, à cette fois-ci, ce sera Philippe Pelletier leader face à Jordan Lynch en tant que suiveur avec la 350Z. Petite info que j'ai remarqué sur la zone de chauffe, Jordan n'a pas fait chauffer ses pneumatiques. Alors, est-ce qu'il y a une idée de tactique mise en place? Je sais pas ce que t'en penses, toi, Stéphane. Ça peut écouter quand même un peu d'adhérence. J'ai aucune idée ce qui va se passer au niveau On l'a senti en calibre, je sais que tu t'en souviens. On n'avait pas eu beaucoup de choses. Puis c'était un peu bizarre comme situation. On l'a remarqué qu'il y a un peu hésité là, au niveau de ses approches, mais je pense qu'on va avoir peut-être une surprise. C'est peut-être une tactique, comme tu dis, ça reste une compétition qui reste dans la stratégie. Peut-être, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on attend que les juges soient prêts pour donner le départ. En tout cas, tu vois, on parle de stratégie. Je viens, du coup, c'était un petit peu long et Philippe Pelletier refait échauffer les pneumatiques avant le départ. Et c'est le cas aussi, pour Jordan Lynch. Ouais, mais comme tu as spécifié, là, je crois qu'il est allé encore conservateur, là, mais je pense qu'on est prêt là, pour le ballon. Je pense aussi qu'on va pas tarder à être prêt. Et le top départ est donné. Philippe Pelletier leader face à Jordan Lynch, suiveur. Jordan Lynch qui a pris un petit peu de distance. Il s'est pris un peu mis en distance par Philippe Pelletier qui est très intérieur. Jordan Lynch qui a su lire dans le jeu de Philippe Pelletier pour venir chercher à proximité. Le mur pour Jordan Lynch. Aïe. On va voir si Philippe finit son run sans encombre. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti pour Jordan Lynch qui a voulu prendre un maximum de vitesse et ça s'est payé tout de suite à la sortie de ce mur du premier virage. Ah là, ben écoute, est-ce que il y a au final, Stéphane, est-ce qu'au final la tactique de ne pas trop faire chauffer les pneus de Jordan ne lui a pas coûté justement ce run? Écoute, on est allé super agressif pour se rapprocher, mais je pense qu'on avait encore oublié que ce mur au niveau du Outside Zone 1, là, il est assez agressif, merci. Je pense qu'on a frappé assez solide pour se rappeler qu'il existait. Écoute, je crois que s'il n'y a pas de faute majeure au niveau de son compétiteur, là, je pense que ça va être dans la... Et ben à ce moment-là, ça va être un très gros travail parce que le seul moyen pour espérer vraiment ne serait-ce que le One More Time, et bien Jordan doit mettre en difficulté Philippe et du moins Philippe doit faire lui aussi un 0 et on va voir ça tout de suite avec Jordan Lynch en tant que leader. Philippe Pelletier qui est très joueur, il joue le battle même s'il sait qu'il est potentiellement gagné avec un premier run. Il est fermé, il vient chercher à proximité sur Jordan Lynch avec cette 350Z qui est patinée un petit peu dans la smoule pour bien sortir de cette zone qui va devoir faire tout pour éviter l'erreur de Jordan Lynch et c'est
Une victoire par KO, me semble-t-il. On va voir le dernier mot de la part des juges. Mais en tout cas, quelle erreur. 2 fois l'erreur pour Jordan. Alors, on va pas lui jeter la pierre, hein, parce que je pense que tu me le préciseras aussi, mais quand on fait un premier run raté comme ça en battle, ça va être super dur de revenir, Stéphane, après mentalement, quoi. Ouais, mais tu sais, compétition vraiment pour aller pointer, là, je veux dire, aller chercher un petit peu plus de présence aussi, ça, il a tout donné. Il y a de la pression, c'est sûr. On essaie d'avoir pour lui quelque chose de clean, de tout donner contre quelqu'un comme lui, mais écoute, il s'est blessé, puis il a pas pu revenir là, grâce à ça. Ça l'a un peu déstabilisé, on ne se le cachera pas. Là. Ah, c'est vrai que c'est dur, hein, la compétition commence à être rude, tout doucement. On va voir les résultats unanimes. Oui, c'est Pelletier. Et oui, résultat de Philippe Pelletier sur KO, sur Jordan Lynch. Je vais juste corriger un pointage que j'avais donné. Je pense que même au niveau de Lynch, on avait donné des points là, au niveau d'Atlanta. J'avais malheureusement mal vu, là, mais j'ai vu un pointage au niveau du champion. Je pense que Lynch a quand même fait un bel ouvrage là, aujourd'hui. Là, c'est sûr, sa présence, on commence à warm-up, on travaille avec les pros, on s'ajuste. Écoute, il n'y a rien de mieux qu'un bon seat time en compétition pour se donner un peu plus de confiance, un petit peu plus de facilité pour les qui vont venir pour la saison 2020. Tout à fait. Une fois n'est pas coutume, le run suivant, mon cher Stéphane. Oui, on va avoir Tanguy contre Ouellet. Attendu lourd pour eux. Moment avec son super fort qui est la Nissan S15, un gars de Sherbrooke. Ouellet, mais en fait, c'est aussi une première présence au niveau de la compétition. On essaie d'avoir un pointage, lui avec une S15. Je crois pas qu'on est. Je vais regarder. Donc, Tel Willet face à monsieur Tanguy et Maxime Tanguy. Et on va pas tarder à voir le top départ qui va être donné par les juges. Avec Del Wallet en leader. Fameux Code S15. Autant pour moi, c'est Maxime Tinguy en leader. Ouais. Maxime Tinguy en leader face à Del Wallet en suiveur. Et du coup, même machine, du coup, ça va se jouer au pilotage. Normalement. Ouais, normalement, oui, on devrait avoir tout le côté technique. Et top départ justement pour voir si cette normalité va pouvoir s'inviter ici à Saint-Eustache. En tout cas, c'est bien déclenché de la part de Maxime Tinguy qui est très proche du mur. C'est un move incroyable qu'il vient de faire parce que derrière Del Wallet n'a rien lâché. Il est resté dans la portière. C'est vraiment excellent. C'est très bien joué de la part de Maxime qui signe une première partie excellente. Et derrière Del Wallet qui est resté vraiment de marbre. Il est resté poker face. Il a su rester dans la portière. Attention sur la dernière partie, on sent que Maxime a trouvé un petit peu plus de vitesse. J'aimerais revoir, je fais un appel, je veux revoir les images sur le mur, s'il vous plaît. C'était vraiment un battle qu'on veut voir dans ce type de piste-là. Beaucoup de proximité tout le long. On a senti que la decel zone a un peu décalé au niveau de la chase, mais quelque chose qui était quand même, c'était fluide, c'était constant. Je pense qu'on a vraiment un battle que on veut voir justement les rôles s'inverser pour vraiment aller chercher, voir qui va aller vraiment aller gagner ce battle-là. Eh bien écoute, on va passer sur la suite
le run retour. Et cette fois-ci, c'est Del Wellate qui est en leader et Maxime Tanguy qui est juste derrière. Est-ce que Maxime Tanguy va pouvoir nous refaire justement cette proximité incroyable sur le mur? Est-ce qu'il va pouvoir venir pousser à la faute Del Wellate? En tout cas, Del Wellate qui déclenche, qui est très rapide, qui lui aussi remonte vers le mur. Et derrière, Maxime Tanguy qui est très très proche. On le sent récupérer un petit peu de vitesse sur la dernière partie. Attention, pas être bloqué dans les transitions. C'est quasiment dans le pare-choc pour Maxime Tanguy. Et Del Wellate qui est efficace et qui vient avec beaucoup d'angles. Et derrière, en tout cas, c'est très bien joué de la part de Maxime Tanguy qui est vraiment dans la portière. On va le voir sur cette dernière transition. Il est un petit peu plus intérieur, idéalement placé pour venir chercher la vitesse. Wow. Quel battle, Stéphane! Ah, écoute, on est allé chercher beaucoup plus de proximité au niveau de la dernière zone de clip. Là. Après l'Inside Clip 2, là, on a senti qu'on était en contrôle. On a vraiment plus eu une meilleure chase au niveau de la S15 noire. Puis, je trouve ça intéressant de voir que battle pour battle, voiture pour voiture, la décision, c'est là que c'est. Ouais, non, écoute, c'est vraiment dans la technicalité que ça se joue. C'est là que c'est intéressant. C'est là qu'on voit que ça prend un skill set sur la track et non savoir une voiture. Et puis même au-delà de ça, on sent bien que même si les deux voitures sont identiques, le style sur piste est complètement différent. Vous voyez justement avec Wallet qui était beaucoup plus, comment dire, propre, fin, alors que derrière, bah, Tanguy, il joue la proximité. Alors, on va voir ce que les juges vont justement récompenser. Est-ce qu'ils vont être départagés? Et on a une victoire unanime de Maxime Tanguy. Wow, écoute, je suis pas surpris là, au niveau de la précision, là, mais c'est des ballots comme ça qui font en sorte que c'est important d'avoir justement des juges qui ont de l'expérience, qui sont capables de vraiment voir si où que ça s'est joué, si des win over les loss, puis c'est vraiment mettre une balance puis de se dire ok, tu as remporté ce battle là, quelle raison. Moi je dis un truc, je dis quelque chose très souvent, c'est-à-dire en drift, on gagne très rarement des battles, on les perd. Parce que très rarement, c'est celui qui fait la première erreur qui perd le battle. Donc généralement, on donne le battle. Mais là, je pense que c'est un exemple que Maxime Tanguy nous a donné. C'est un battle qu'il a gagné. Parce que derrière, Del Wellate, il était nickel. Non, c'est ça. Vraiment, ça a été un battle gagné de la part de Maxime Tanguy. Donc félicitations à lui et surtout à Del Wellate qui a su être irréprochable lui aussi dans son style. Non, moi je pense que, écoute, il peut mettre ça dans son CV sans problème. C'était vraiment clean. Peut-être que ça aurait tourné différemment s'il aurait su se qualifier avec un pointage, mais c'est un peu l'autre côté de la médaille de la drift. Les qualifications sont autant importantes. Donc, prochaine battle qui opposera donc Kevin Roberge contre Dargis. On s'attend vraiment à un différent ballon, mais on est quand même SR20 contre SR20. Là. Écoute, on verra bien si justement l'écart pourra encore se créer. Et donc là, on aura John Dargis en tant que suiveur, décidément, des John Dargis en tant que suiveur et Kevin Roberge en tant que leader. Et c'est parti, on se lance une nouvelle fois sur la zone de drift de Saint-Eustache. En tout cas, c'est très très propre, hein, Kevin Roberge qui prend pas trop de risques, mais en tout cas, c'est très très propre, il n'y a aucune correction. Et derrière, eh bien, ça forcément, le battle est beaucoup plus évident pour John Dargis qui vient chercher la proximité quand c'est propre. Oh là là, j'ai parlé beaucoup trop vite. Oh, l'erreur de Kevin. Oh mon Dieu. Écoute, est-ce qu'on peut se dire que exactement la zone où on dit que c'est primordial d'avoir le contrôle, on l'a senti en ce moment. À l'entrée de l'autre side zone 2, on le sait qu'on doit contrôler le véhicule, on doit un peu lâcher le gaz, placer sa machine et ensuite aller continuer sa ligne, mais on l'a vraiment perdu. La chase a carrément juste s'est détachée du lead. Le lead n'avait vraiment pas sa ligne. Que ça s'annule. On va voir là, justement avec les rôles inversés si on a une faute majeure, mais pour l'instant, je crois que ça tombe un peu avantage au niveau d'Argis. Ah ben on sent, hein, de toute façon la sortie justement de Smanji, dès qu'on fait un petit peu la feuille morte, qu'on se laisse un petit peu trop embarquer par le sac à dos, bah tout de suite c'est punition quoi, on est beaucoup trop large et on finit au bac à gravier qui nous attend à quelques encablures. Surtout qu'en plus la zone demandée par les juges où on doit passer, bah, c'est à ras de celui-ci.
Donc la difficulté est double et à ce moment-là, il est temps de justement de recommencer. Run suivant, John Dargis leader, Kevin Roberge juste derrière qui va devoir peut-être pousser John Dargis à l'erreur. En tout cas, John Dargis qui est implacable sur ce premier virage et Kevin Robert qui cherche absolument à venir se démarquer pour peut-être éventuellement pousser à la faute John Dargis. Mais John Dargis, il est efficace. Regardez-le ce garçon, il fait un travail colossal, aucune correction, regardez ce travant, c'est très bien joué, et derrière Kevin Roberge qui tente le tout pour le tout, de pousser vraiment dans la portière, mais je crois bien que justement Kevin Roberge a trouvé un maître en la matière en termes de propreté. Ouais, mais John a carrément juste montré de quoi il était capable. C'est un ballon. Ah, il était... Ouais, ben écoute, Dargis a vraiment été conservateur après, mais il a été faire sa ligne, puis il savait que s'il allait dans sa ligne parfaite, il y avait un adversaire qui pouvait peut-être pas le suivre, justement à cause de sa run de lead précédente. Ah, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, hein, vraiment, c'est vraiment la propreté de John, hein, qui était... quasiment pas de correction. Une fois que l'angle était placé, bah, le volant il n'y touchait plus. Et ça, je pense que ça va sûrement peser beaucoup dans la balance. En tout cas, on va voir de quel côté elle va pencher. Les juges sont en train de délibérer. Et c'est une victoire unanime de John Dargis. Écoute, wow. Ben moi je sens que, je sais pas si on a remarqué au niveau de la reprise, mais quand on est arrivé justement dans la zone, l'entrée de la zone 2, selon la vision qu'on avait au niveau de notre caméra à nous, on arrivait carrément dans le mur, mais on avait le contrôle total du véhicule. Ça a vraiment donné une approche impeccable pour l'outside zone 2. On n'a pas suivi au niveau de son adversaire. Fait qu'écoute, c'est une run de lead irréprochable. Qu'est-ce qui arrive? Ben on saute tout de suite en top 8. Et oui, c'est ce que j'allais te faire remarquer. Je crois bien que nous sommes en top 8 maintenant. Exactement. Donc, quelques instants pour seulement analyser les braquettes pour s'assurer qu'on a les bons bateaux. Écoute, Gaétan, je sais pas si tu as remarqué, mais on a eu plusieurs commentaires. Je sais pas si... Non, j'ai pas les commentaires sous les yeux. Alors, mais moi, j'en ai retenu un, puis il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que c'était bien au niveau de, justement, comment que c'était présenté. Je sais pas si vous avez remarqué, qui passe carrément dans le Twitch qu'on voit, c'est Pot Sugar qui nous a amené ça, cette production-là. C'est un partenaire qui est vraiment immense pour nous. La production média. Eux sont capables de carrément vidéo, soit du stream, soit aller de l'avant-plan pour projeter un jeu. Ça se trouve à être vraiment une boîte qui peut carrément prendre un jeu et l'emmener où ce que vous voulez aller, carrément le mettre sur le marché, le marketing, la production, et puis ensuite pouvoir faire cet événement-là, le stream, grâce à TMS. Et d'ailleurs, on va voir quelque chose de très intéressant arriver. Ça va être, je l'espère, si je me trompe pas, Jonathan Le Breton face à Sam Giroux. Ouais, ben en fait, en studio, présentement, on est après de finaliser les derniers petits préparatifs pour le top 8. Mais oui, comme tu dis, là, le Breton va être probablement contre Giroux. J'ai hâte de voir ce que le Breton va pouvoir mettre en place en termes de style. Il avait un style tellement particulier aux qualifications. Je me demande vraiment ce que Sam Giroux va pouvoir trouver comme solution pour ne pas prendre la vague de plein front, quoi. Et puis vraiment, Jonathan Le Breton en tant que suiveur, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, ben écoute, je pense que tu as mis le doigt sur justement le style très différent de Le Breton. C'est un gars qui arrive en outside zone, on le voit, son derrière de voiture s'écrase. Il y a une différente géométrie, il est seté différemment. Puis ça donne un show là, carrément de voiture qui travaille. On n'a pas l'impression qu'il se bat contre... Eh bien écoute, on va voir justement ce que ça va donner. Les pilotes vont venir se placer. Forcément, on a un petit changement, c'est le top 8. Un petit temps mort, mais rien de bien grave, parce que me semble-t-il que j'entends déjà siffler les premiers turbos. Ça serait tardé à se présenter en zone de chauffe. Ouais, et puis comme on avait prévu le coup, le premier ballon, ça va être Le Breton contre Giroux. Donc ça devrait être quand même assez intéressant visuellement.
J'ai vraiment hâte de voir ça, hein. Est-ce que ce battle va tenir toutes ses promesses? En tout cas, eh bien, la responsabilité est dans la main de ces gars. Ben, Et, moi, je pense carrément que le Breton va aller beaucoup moins conservateur qu'il est allé en top 16 parce que si on regarde ses qualifications, il y avait beaucoup d'une approche un peu plus agressive. Mais quand il s'est vraiment pris contre Théberge, on a senti qu'il y avait un contrôle. Donc, est-ce qu'il va essayer de se pousser de son adversaire pour aller gagner une plus grosse distance pour un peu faire une chase inactive? Je sais pas. Ouais. Écoute, j'ai hâte de voir parce qu'en top 8, on va commencer à sortir les cartes du jeu puis on va commencer à aller vraiment stratégique. On n'a pas le choix parce que les meilleurs de la saison se ramassent justement. En tout cas, on a vu justement Jonathan Le Breton faire chauffer ses pneumatiques. Il a bien insisté sur la chauffe. Je pense que Giroud va devoir être attentif à ça. Peut-être que, comment dire, peut-être que Jonathan va être un petit peu moins rapide justement parce qu'il a bien fait chauffer ses pneus. En tout cas, le pick-up GMC, quant à lui, est à nouveau en zone de chauffe pour se présenter face à Jonathan Le Breton. Et il fait un choix assez audacieux puisqu'il a quasiment pas du tout fait chauffer ses pneus. Écoute, on va bien voir, Stéphane. On anticipe déjà. Ouais, on anticipe déjà, mais c'est le principe, hein. Nous, on est comme vous derrière vos écrans, nous on vit le truc. On est vraiment curieux de savoir ce que ça a donné. Est-ce que ce battle va tenir toutes ses promesses? On attend de voir. Et top départ pour ce premier battle du top 8. Jonathan Le Breton en leader. Sam Giroud derrière qui va déclencher un petit peu plus tard. Peut-être pour gagner de la vitesse. Parce que devant, Jonathan Le Breton, il est très rapide dans sa gilet. On le voit, il est très très proche du mur. Et derrière, quelques erreurs de Sam Giroud qui va essayer de venir chercher à proximité. Il est rapide comme l'éclair, Jonathan Le Breton, que ça soit sur ses transitions ou dans ses zones de power over. En tout cas, c'est compliqué pour Sam de revenir au contact. L'efficacité de cette gilet Dixon a peut-être surpassé le pick-up GMC qui finit le tracé en sous-virage. Je pense qu'on a vraiment vécu ce que j'avais prédit. On est allé chercher une distance au niveau de Le Breton. On n'avait pas envie de sentir dans sa porte. On avait vraiment envie de voir quelque chose. Pas de proximité, vraiment avoir une distance pour que ça soit clair et net pour les juges que la run de lead, c'est Le Breton qui l'envoie. Et puis vraiment, on a vraiment vu Le Breton très rapide, quoi. C'est vraiment, je m'attendais pas que ce soit aussi rapide malgré le fait qu'il ait fait beaucoup chauffer les pneumatiques. Donc si jamais il ne fait pas chauffer les pneumatiques, qu'est-ce que ça va donner, quoi? Et comme j'ai dit, c'est probablement technique comme choix. Et le run en retour, cette fois-ci, Sam Giroud va devoir mettre en difficulté le monstre de Jonathan. Et justement, Jonathan, il joue le jeu, il est dans la proximité, dans la portière. Sam Giroud un peu loin du mur et Jonathan fait son affaire. Il est tout proche, il est derrière, transition dans le pare-choc. Jonathan qui casse beaucoup son angle pour éviter de remonter trop vite sur ce pick-up GMC qui est beaucoup plus lent que lui. Il trouve les solutions. Sam Giroud devant qui tente le tout pour le tout. Un petit peu large sur ses transitions et derrière Jonathan Le Breton très efficace qui va pousser un petit peu Sam Giroud sur cette fin de tracé. Me semble-t-il que Sam Giroud avait un petit peu gêné Jonathan Le Breton avec un angle un peu trop cassé. Ouais, ben 2 angles cassés là, en fin de ligne. On a senti que l'Inside Clip 2 il est allé beaucoup braquer, quasiment 90 degrés. Puis ça s'est senti tout le long de la finale de la course. Là. Je pense que écoute, on a eu un contact, mais le contact n'a pas vraiment changé le parcours qui était vraiment déjà préfait pour la ligne de course. Là. Oui, tout à fait. En tout cas, les pilotes ils sont contents, on les entend faire chauffer les moteurs. Quelle décision vont prendre les juges? Stéphane, des fois je prends des paris. Des fois je prends des paris, mais là, je pense que le jeu était déjà fait. Et oui. Et c'est une victoire unanime de Jonathan Le Breton. Écoute, moi je pense que Le Breton, c'est vraiment, c'est pas une surprise au niveau de la saison, mais c'est vraiment plus. Le Breton est quand même présentement 3e position là, dans le championnat. Puis ce que j'espère aussi, c'est que ça va jouer, les positions vont changer un peu. En même temps, là, écoute, tout peut jouer aujourd'hui, là, c'est ça qui fait que c'est intéressant comme dernier round. Là.
Bah écoute, en tout cas, en parlant de jouer le tout pour le tout, je m'en frotte les mains. Ça va être le prochain run. Steven Archer face à Philippe Pelletier. Steven Archer leader dans sa S2000 et Philippe Pelletier dans sa PS13 violette. Et Stéphane, de toute façon, tu es d'accord avec moi, hein, ça promet du lourd. Ça c'est le cas de le dire. C'est la meilleure expression qu'on pouvait pas donner pour ce battle-là. Ça promet. J'ai hâte de voir justement une proximité au niveau de Steven Hatcher parce que quand on a regardé au niveau du subsize, ce qu'il est capable de nous donner au niveau de la chase, je pense qu'on a vraiment eu un peu un sample de ce qu'il est capable de faire. C'est sa première entrée dans le championnat, mais on attend une présence complète pour 2020. Puis... Écoute, pour une première entrée, c'est déjà pas mal puisqu'on est au top 8. Est-ce que l'essai va pouvoir être transformé pour amener justement la Steven Archer et sa S2000 jusqu'en top 4? Mais par contre, derrière, ça va pas être chose facile puisque Philippe Pelletier, il est quelques encablures et lui, il attend aussi beaucoup de ce battle. Et on sait qu'il a su trouver les ressources tout à l'heure pour mettre en difficulté ses concurrents et le départ est donné. Avec cette fois-ci Steven Archer qui va prendre la vitesse, Philippe Pelletier qui pousse tout de suite Steven Archer. On sent que Philippe Pelletier, il veut en découdre. Steven Archer qui est très très fluide dans sa position. Et derrière Philippe Pelletier qui pousse complètement Steven Archer. Là, c'est du gros battle. Ouvrez bien vos yeux parce que sur cette transition, Philippe Pelletier a bien su lire la trajectoire de Steven Archer. Il est facilement placé dans la portière. C'est très bien joué de la part de Philippe. Steven qui va essayer de se dépêtrer de cette situation compliquée. Mais je crois bien que cette PS13 vient de mettre un terme à ce, comment dire, à ce run de quiétude de Steven Archer. Wow! Là, je pense que Steven a eu vraiment un adversaire de taille. Il sent une pression. Là, ça va jouer. J'ai hâte de voir sa chase parce qu'il a vraiment pas donné de lousse à Steven. Moi, je trouve ça incroyable qu'on ait vraiment autant de calibre, qu'on a des battles de qualité comme ça, puis les gens sont peut-être pas conscients, mais en ce moment, la run que vous venez de voir... C'est vraiment très très lourd. Ouais, c'est du gros lourd, là. Là, c'est vraiment très très lourd. Là, c'est vraiment, il y a Steven Hatcher qui est venu, qui a dit, est-ce que je peux gagner? Et il y a Philippe Pelletier qui a dit non. Mais en tout cas, que tu vas avoir, c'est le billet de retour. Est-ce que le billet de retour, en tout cas, va être au même rendu à la même valeur? En tout cas, Philippe Pelletier, il met de la vitesse et Steven Archer, lui, rentre très bien la monnaie de sa pièce parce que Steven Archer a décidé de trouver l'intensité. Philippe Pelletier qui a une nouvelle fois touché le mur. Steven Archer qui a été obligé un petit peu de réduire son angle pour éviter le contact. Philippe Pelletier qui part très très large. Steven Archer qui a su trouver la solution. Steven Archer qui pousse Philippe Pelletier jusqu'au bout de la sortie de cette zone. Et je crois bien que Monsieur Archer a décidé de faire payer très très cher ce surplus d'orgueil de la part de Philippe sur son premier run. Écoute, on a une expression un peu inventée ici au Québec. Il est allé vraiment cogner aux portes comme un témoin de Jéhovah. C'était quelque chose. Eh bien écoute, en tout cas il est allé cogner et il me semble-t-il, est-ce que ça a été suffisant pour entrer? Mais en tout cas on va le voir tout de suite. Écoute, d'habitude je prends pas d'avance, mais tu vois, mon nez me mange jamais, je sens venir une décision qui va être intéressante en tout cas. Ah ouais, écoute, vraiment un bon ballon. Et en tout cas, ça va être unanimité pour Steven Archer qui a su mettre un terme à, comment dire, à l'agression de Philippe Pelletier. Et forcément, Philippe Pelletier, il a eu des difficultés parce que, n'oublions pas, les deux runs étaient nickel, mais Philippe Pelletier a touché le mur sur son run où il était leader. Et je pense que c'est ce qui lui a dû lui coûter sa battle. En tout cas, les juges ont dû en décider autrement. Et c'est Steven Archer qui passe en top 4. Moi, j'ai adoré ce battle-là pour deux raisons. C'est qu'on s'est battu jusqu'à la fin. On avait vraiment tous les outils. Le meilleur l'a emporté peut-être, mais en tant que tel, la drift, ça reste un sport des circonstances. Il a peut-être senti plus de pression. Il était peut-être pas capable d'avoir la même proximité à la run de chase. Mais ça reste quand même intéressant visuellement. Good job, Phil. On n'a rien à dire. Et prochain run, peux-tu nous dire la prochaine battle? Oui, ça va être justement Guillaume Bibeau comme Max Tenguy. Les approches. Là.
Écoute, alors, Proche déjà, hein? hop, je me place les caméras, forcément. On y est. Maxime Tinguy face à Guillaume Bibo. Guillaume Bibo en GT86 leader face à, on le disait justement, Maxime Tinguy, suiveur en S15. Et c'est parti, Guillaume Bibo qui a été très rapide, Maxime Tinguy qui va devoir mettre les bouchées doubles pour revenir au contact. En tout cas, Guillaume Bibo, il est très rapide avec sa GT86. Et derrière, Maxime a su trouver une petite solution pour revenir au contact. Il a dû sacrifier un petit peu d'angle pour sa vitesse. Et en tout cas, ça a l'air de le faire devant la GT86, c'est rapide. Et tu l'as bien senti venir, mon cher Stéphane. L'erreur était déjà jouée à la transition. Et oui, tu avais raison, tu l'as bien vu venir, cette erreur. Et ouais, le foutu bac à sable, là, écoute, on dirait qu'on est déjà rendu en run de lead là, pour le niveau pour Tanguy, mais là, on n'a pas changé, là, c'est pas une erreur, mais c'est juste qu'on est devancé, puisque Guillaume a pris le bac à sable, mais c'est malheureux, écoute, tout se joue dans l'approche du Outside Zone 2. On l'a vu durant toute la journée, les qualifs, tout ça. Il faut absolument savoir comment gager la vitesse, puis c'est là qu'on l'a vu, on est arrivé beaucoup trop rapide. Mais on a un momentum, la voiture se dirige carrément vers cette direction-là, puis on peut pas rien faire, c'est le bac à sable. Je pense qu'il était en tête, hein. Enfin en tout cas il avait un gros avantage avant cette erreur-là. Oh oui, il y avait bien moins il y a carrément des avancées là. Et Maxime Tinguy cette fois-ci leader, et derrière on a Guillaume Bibo qui va essayer de lui mettre une pression de tous les diables, et devant Maxime Tinguy qui est très efficace avec cette S15 le long du mur, et Guillaume Bibo qui va venir chercher la proximité quant à lui pour essayer de pousser à la faute cette S15, mais c'est chose perdue parce que dedans dans cette S15 il y a Maxime Tinguy, et Maxime Tinguy il est propre, il est efficace sur sa ligne, c'est très bien joué, quelqu'un virage qui va peut-être définir ce run, et en tout cas c'est un excellent run de la part de Maxime Tinguy et Guillaume Bibo qui a vraiment tout donné. Ah, Guillaume doit se sentir un peu mal avec ça, je sais qu'il a peut-être senti un peu plus de pression, mais écoute, il a quand même tout donné, il y avait des bonnes approches. C'était très bien joué quand même. Ouais, c'était j'ai aimé son il a joué le battle, il a joué la seule carte qu'il avait, hein, Guillaume, hein, c'était de pousser vraiment, de mettre une pression maximum sur Maxime. Ah, il a bien joué Maxime, quand même. Ouais, mais Maxime, là, il a mis une petite roue bien placée dans la dernière clip zone. Et c'est une victoire de Maxime Tinguy, justement. Ah, écoute, bel job carrément, il n'y a rien d'autre à dire. On est allé clean, comme tu as dit, Gaëtan. Les approches étaient vraiment plus propres. On avait une ligne, on avait vraiment une belle chase. Donc, je veux dire, ça a été quand même facile pour les juges. Mais honnêtement, moi, je pense que Guillaume Bibo, là, vu que c'est sa saison se termine en ce moment, on a vraiment eu des bons résultats. C'est une bonne saison. C'est quelqu'un qui était constant en pratique aujourd'hui. Un peu malheureux, peut-être qu'il y a eu des... Écoute, quelle sera donc la météo, et surtout quel sera le prochain battle à se présenter devant nous, Stéphane? Donc pour le prochain battle, on a Alex Canuel contre John Dargis. On a un 2JZ contre un SR20. Moi, honnêtement, c'est le battle que j'attendais depuis le début pour ce top 8. Parce que ça va vraiment chauffer là. Là, comme tu dis, ça va fortement chauffer. D'ailleurs, on l'avait très bien vu, hein, les places en top 8 ont coûté cher. Ouais, effectivement. Et moi, je pense que on va le voir que ça va jouer vraiment là, après l'Inside Clip 2. Moi, je suis prêt à mettre mon argent là-dessus. On va avoir une ligne clean tout le long, mais ça va vraiment jouer dans la partie finale parce que c'est là qu'on a le plus de distance au niveau de ce parcours-là à Saint-Denis. Bien, on va voir si ton pari et ta lecture va être bonne. En tout cas, Alex Canuel s'élance, et John Dargis lui aussi juste derrière va essayer de venir mettre son nez dans la portière, et devant c'est très rapide. Alex Canuel qui est très bien placé avec cette PS13 qui prend beaucoup de vitesse. Elle est rapide en tout cas cette PS13, et derrière John Dargis trouve la solution pour revenir au contact. C'est très bien joué avec une transition un petit peu en décalé, et tu vois, tu as perdu ton argent parce que devant, Alex Canuel a fait le job sur cette clip zone extérieure, et John Dargis, lui, il est très très proche aussi, il décale un petit peu sa transition pour venir chercher de la vitesse sur la dernière partie de tracé. Est-ce que ça sera suffisant pour venir pousser Alex Canuel à l'erreur?
Ben écoute, je te corrige là-dessus, Gaëtan, parce que je pense que mon pari n'est pas terminé, parce que dans la zone, là, vraiment dans la zone finale, entre le Inside Clip 2 et la fin, on a senti qu'il y avait une bonne proximité au niveau de John, mais j'ai pas encore vu quelqu'un se distancer. Est-ce que ça va être John en lead? On ne sait pas, mais en ce moment, on s'entend que c'était quand même une run assez impeccable. C'est vrai que tu as raison, Stéphane. Il reste encore un run. J'ai peut-être été un petit peu trop taquin, tu vois, mais on va bien voir si. Écoute, on va bien voir si va se jouer, mais en tout cas, moi, je trouve que ces deux pilotes maîtrisent très très bien cette partie-là. Et on va voir si John Dargis, quant à lui, va aussi maîtriser ce run leader aussi bien qu'Alex Canuel. Et Alex Canuel va-t-il pouvoir rendre la monnaie de sa pièce à John Dargis? En tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Un petit peu moins d'angle de la part d'Alex Canuel pour venir chercher à proximité, quasiment dans le pare-choc de John Dargis. John Dargis qui est peut-être un petit peu large. Alex Canuel qui a su prendre un petit peu les le bac à gravier, et ça y est, c'est fait, parce que Stéphane, tu viens de te fourvoyer, et devant ces deux jeunes pilotes, en tout cas, sont très efficaces. Quelle proximité sur la fin de partie d'Alex Canuel sur John. Ouais, mais ça s'est joué là, carrément dans cette zone-là. On a eu beaucoup plus de proximité là, au niveau de Alex. C'était un des meilleurs ballons de la journée. Moi, personnellement, j'ai aimé un peu plus l'approche au niveau de la chase de Canuel, mais j'ai aimé la fluidité de John Dargis, mais je pense que c'est la constance. Des fois, il faut s'adapter à notre run de lead, puis Alex Canuel, c'est beaucoup. Ça va être compliqué. Je sens pour les jugements, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué puisque c'est un one more time, Stéphane. Ah, je m'attendais à une décision assez one more time, là, mais c'est parce que là qu'est-ce qui va arriver? Là? Écoute, la pression, elle va monter d'un cran. Mais on va sortir un joker là, du paquet de cartes là. Soit qu'on va distancer au niveau de l'initiation, parce qu'on va aller chercher un peu plus de vitesse, parce que là, tout s'est joué au niveau de la chase, ou on va aller chercher un peu moins de ralentissement au niveau des diesel zones. Ça veut dire que quand on va venir vers l'Inside Clip 2, on va être un peu plus rapide que notre adversaire. C'est là que ça va jouer, il n'y a pas d'autre chose. Les deux runs étaient trop impeccables. On peut pas avoir un autre... ça, c'est impossible. C'est sûr que ça se va jouer dans ces zones. Mais moi, je pense que ça va être l'initiation qui va déterminer c'est qui va avoir la distance sur l'autre. Ça reste à voir. En tout cas, Alex Canuel, il nous avait fait une très très belle initiation sur le battle avant ce One More Time. Est-ce qu'il va pouvoir réitérer l'exploit? En tout cas, John Dargis, je pense, a eu l'œil attentif et il va peut-être apprendre justement de ces runs-là. En tout cas, John Dargis, il a décidé de mettre la proximité tout de suite. Il prend tout de suite les devants. Et Alex Canuel qui nous refait encore le coup du sombrero le long du mur. Il est très efficace. John Dargis qui joue à proximité tout en fluidité. La transition très proche, quasiment dans le pare-choc de John Dargis, qui va vraiment venir prendre la place et vraiment qui vient briller sur cette piste à Saint-Eustache et devant Alex Canuel qui lui est très efficace. Oh là, il est parti un petit peu loin, John, et Alex Canuel en a profité pour mettre de la distance entre lui et John. Ah, écoute, Gaëtan, ça s'est joué carrément dans ce que j'avais prédit, le diesel zone. On a senti la distance qui s'est créée. On est rentré avec l'Inside Clip 2, beaucoup plus de vitesse au niveau d'Alex Canuel. On a eu un peu de misère à aller chercher pour John, mais en même temps, on voulait pas couper notre ligne, on voulait pas couper notre angle pour perdre le véhicule, un fameux spin-out. Donc, on a juste continué à être fluide, on a gardé le momentum. Puis après ça, ben, on a quand même un échange. Là. Tout peut jouer dans le chase pour John. Alors moi, je veux faire une réclamation, Stéphane. On n'avait pas dit qu'il allait y avoir un one more time lors des paris. Non, c'est vrai. Écoute, les deux, on a perdu là-dessus. En tout cas, on vient d'inverser les rôles et c'est John Dargis qui s'élance. Alex Canuel qui lui aussi va lui mettre une pression de tous les diables. John Dargis qui est très rapide au déclenchement. Alex Canuel qui va venir mettre un petit peu moins d'encre pour venir être très très proche. John Dargis qui joue vraiment la proximité au mur. Et Alex Canuel qui a très bien su lire la trajectoire de John Dargis. Et il est bien placé. Alex Canuel quasiment dans le pare-choc au moment de la transition. John Dargis qui vient de sentir la proximité d'Alex Canuel. Alex Canuel qui le pousse jusqu'au bout. Et John Dargis qui vient de se faire, me semble-t-il, manger par le monstre Alex Canuel sur cette fin de tracé. Wow! Est-ce qu'on a acheté un billet pour voir ça? Je pense que oui. Moi, je pense qu'une proximité comme ça, un chase comme Alex Canuel vient de nous donner, c'est carrément une maîtrise de la machine et de la piste. On est carrément été suivre la ligne directrice de John. John a tracé un chemin, Alex Canuel l'a suivi, ça va être payant, je crois bien, parce que j'ai bien senti que le 2JZ ronronnait dans la cage de l'SR1.
Ça, je ne te le fais pas dire, Stéphane. En tout cas, tu as voulu du drift, eh ben, il n'y a pas de problème, tu as été servi et tu as même eu du rab. Est-ce que on va être repu? En tout cas, moi, j'en demande tout le temps des battles comme ça. Alors, et ça sera une victoire de Alex Carnuel qui est venu chercher, l'arracher cette victoire. Écoute, la seule chose que je peux dire à propos de John Dargis, c'est on sent que le gars il est fluide, on sent que le gars il a une consistance, il est constant, c'est ce qu'on a besoin. La prochaine saison, peut-être qu'on va avoir un upgrade de machine, peut-être qu'on va avoir un upgrade de setup, mais définitivement c'est quelqu'un qu'on doit observer parce que il nous a apporté vraiment des beaux battles là. Et en parlant de beaux battles, quel sera le prochain, Stéphane? Ben écoute, on vient de terminer justement notre fameux top 8, on se plonge en top 4. Écoute, le top 4, là, chose à noter à l'autre, mais on a déjà des gens qui s'approchent au niveau de la chauffe. Et ces gens-là, c'est une S15. C'est l'S15 de Maxime Tanguy. C'est pas facile parce que. Mais juste pour spécifier aussi, au niveau du top 4, là, je sais pas si les gens on peut le podium. Il y a 3 positions, mais écoute, le top 4 va faire en sorte que quelqu'un va se faire détrôner. On va sentir beaucoup plus de pression. L'avantage du top 4 quand même, le gros avantage du top 4, c'est que même si on perd, ben, il y a la petite finale pour déterminer qui sera sur la 3e place. Et donc, on peut encore se rattraper sur un autre battle. Donc, c'est cool. Quand on est en top 4, c'est cool. Non, c'est sûr. Fait qu'on me confirme aussi à la régie avec l'équipe que ça sera Breton contre Max Tanguy et aussi Steven Hatcher contre Alex Cagny. On a vraiment 2 gros solides battles qui s'en viennent. Donc, j'ai carrément l'esprit fébrile en ce moment. Ah bah, moi aussi, surtout que Jonathan, il a vraiment fait des émules là, avec son style de pilotage. On va voir ce qu'il va pouvoir mettre en place face à Maxime Tanguy. Là, la chose qu'on doit vraiment remarquer là, au niveau de ce battle-là, ça va être vraiment plus technique. Là. Les gars vont aller chercher un peu moins d'angle peut-être pour aller chercher de la vitesse, mais ils vont quand même essayer de conserver ce qui fait en sorte qu'ils ont une belle ligne, une belle coupe, un beau style, mais probablement que Breton va aller être un petit peu plus conservateur au niveau du outside zone 2 parce qu'il va aller chercher beaucoup plus de vitesse pour aller vraiment distancer son adversaire au niveau de la dernière zone. Puis c'est vraiment la zone qui détermine les gagnants depuis le début. Ben, tout à fait. Puis j'attends de voir quand même parce qu'elle était extrêmement rapide, hein, cette JZX 100 de Jonathan. Qu'est-ce que Maxime va mettre en place? Il a intérêt à avoir une lecture très rapide au déclenchement pour bien estimer sa vitesse et pouvoir trouver la solution pour rester dans la portière si effectivement la voiture de Jonathan est aussi rapide que ses précédents runs. Et d'ailleurs, en parlant de run, c'est parti pour le premier avec Jonathan Le Breton en tant que leader qui ouvre tout en douceur derrière. Ça fait les affaires de Maxime Tanguy qui va venir chercher à proximité. Jonathan Le Breton vraiment qui a une très belle ligne et derrière Maxime Tanguy qui en profite pour se placer idéalement dans la portière. Il vient d'un petit peu d'arracher le pied de Maxime Tanguy. Il y a beaucoup d'angles, sûrement une erreur de la part de Le Breton qui se retrouve complètement fermé à l'intérieur. Ah là 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 là, ça va lui coûter cher, hein, Le Breton, on n'était pas habitué à ça. Et derrière Maxime Tanguy qui a réussi à rester coûte que coûte en glisse derrière Jonathan. Ben, c'est exactement le scénario que j'avais prédit. On est allé essayer de chercher beaucoup plus de vitesse au niveau du outside zone 2. Puis on a coupé beaucoup trop au niveau de la let go zone. Fait qu'on a carrément été chercher trop d'angles, on a vraiment trop décéléré, puis là, ben, ça nous a carrément coûté une run de lead clean. Ben, je pense que carrément la stratégie de Le Breton est là. Elle est vraiment dans cette zone-là, puis on veut le distancer. Mais là, est-ce que Max a un avantage? Sur papier, oui, mais présentement, tout peut arriver. C'est quand même une run qui peut se décider carrément faute pour faute. Ça peut se suivre par un moment de more time. Là. Écoute, on va voir ce que ça peut donner cette fois-ci. Maxime Tanguy, leader. Jonathan Le Breton qui a une
colossale tâche pour venir pousser Maxime Tanguy dans ses derniers retranchements. Et Jonathan Le Breton, en tout cas, il est quasiment à l'intérieur en train de pousser Maxime Tanguy. Vraiment, il est vraiment très très intérieur. Attention, donc ça lui coûte pas justement la victoire parce que effectivement, il a voulu pousser Maxime. Il sait qu'il a fait l'erreur, Le Breton. Oh là là, cette transition de Le Breton sur Maxime, incroyable. Est-ce que ça va être suffisant? Le drift, c'est un sport cruel et je crois bien que ça sera insuffisant face à la, comment dire, propreté de Maxime. Mais nous ne sommes pas les juges et j'attends d'avoir le jugement. On peut pas juger, mais de l'angle que j'ai vu, comme tu dis si bien, la propreté, il était vraiment constant. Écoute, Breton, on le sent qu'il a vraiment été all-in. Il se garde, moi je m'en vais chercher ces points-là. C'est la position que je veux. Mais on a peut-être été trop dans l'erreur, qui était un petit peu trop majeure. Et on a senti que Jonathan, il a voulu vraiment, il a très bien compris la position dans laquelle il se trouvait et il a mis les bouchées doubles pour en sortir. Et c'est une victoire unanime de Maxime Tanguy. Wow. Mais écoute, on s'en doutait un peu, mais on reste qu'on n'est pas des juges. Mais moi, ce que je veux vraiment dire, c'est que le Breton a amené un solide show aujourd'hui. On avait vraiment des pratiques de fou, une allée de fou. Il faut pas oublier là, que le top qualifier de la journée, ça reste Joe Le Breton. On est vraiment allé chercher le bas score. On est allé chercher un 87. C'est là qu'on voit carrément que un T-bracket comme ça, des battles, ça se décide sur la track, ça se décide sur notre constance. Puis là, présentement, ben, on a carrément une bataille serrée. Là. Et n'oublions pas que le Breton, ce n'est pas perdu parce qu'il peut encore venir se défendre une dernière fois lors d'un battle pour la petite finale, pour venir arracher la 3e place sur le podium. En tout cas, la prochaine battle, pour savoir qui va partir en petite et en grande finale, elle est là, elle est maintenant. Et ça sera Steven Archer face à Alex Canuel. Autrement dit, nettoyez-vous les yeux parce que je pense que ça va faire très mal. Ouais, écoute, un F20C turbo contre un 2JZ, un S2000 contre un S13, tout peut arriver, mais je pense que la constance de Steven peut faire peur à Alex Canuel, mais en même temps, Canuel a détrôné la première position de champion. On va voir, en tout cas, ça va être une sacrée battle qui s'annonce là. Et on a peut-être eu un fall start. Ouais, on va voir. Je pense que c'est pas grave, ça peut arriver. Écoute, on a le droit à quelques erreurs, l'erreur est humaine. Sans gravité, puisque les sont à peine à lancer, ils ont juste levé l'embrayage. Donc on y retourne cette fois-ci, pas de faux départ, c'est parti avec Steven Archer avec sa S2000 qui va devoir se dépatouiller de Alex Canuel qui est très efficace, on le sait. Steven Archer lui aussi, il est très efficace sur le mur. Alex Canuel, il vient chercher la proximité, il est efficace. Oh là là, quasiment touché le mur pour Steven Archer. Steven Archer qui essaie de vraiment trouver des solutions. Alex Canuel, tout dans la portière. Ça, c'est du travail, c'est de l'orfèvrerie. C'est très bien joué de la part de Alex Canuel. Et devant, pour faire un beau battle, il n'y a pas de secret, il faut un beau leader. Et il a fait un énorme travail, Steven Archer. Allez, hop, un Doliprane et au lit. Mais tu l'as dit, là, je pense qu'un leader, on l'entend souvent dans la drift, quand tu es un bon leader, que tu traces un bon chemin, tu es respecté dans ce milieu-là parce que tu trouves vraiment clean. Tu donnes sur ta lead, tu fais pas de coup chien, t'es là pour compétitionner, puis Steven est allé carrément zéro conservateur, mais en même temps, il a laissé de la place à son adversaire pour lui dire, regarde, tu veux me chasser, vas-y, mais je reste que je suis clean de A à Z. Là. Ouais, bah surtout là maintenant quand ça roule comme ça, on va voir ce que ça donne sur le run retour et forcément ça va envoyer, il va y avoir des étincelles. Alex Canuel qui s'élance, Steven Archer avec quelques encablures derrière, Steven Archer qui va venir essayer de venir pousser Alex, mais Alex il est efficace, il joue le jeu, le même jeu que Steven Archer. Est-ce que Steven Archer va pouvoir jouer lui aussi dans les chaussures de Alex Canuel? En tout cas c'est peut-être chose faite puisqu'il reste encore un petit peu de partie. Alex Canuel il vient se faire pousser par Steven Archer. C'est très bien joué, Steven Archer qui joue vraiment la proximité. Il a décidé d'en découdre. Ouh, l'erreur. Oh my god. Ah là là. Est-ce que tu as senti la pression jusqu'en Europe? Ah oui, j'ai senti. On a vu que en fait Steven Archer, attends.
je veux pas prendre ta place, mais j'ai vraiment senti Steven Archer chercher des solutions de proximité. Hein. Ben, on l'a vraiment vu dans l'Outside Zone 2. Là. Alex Canuel avait une meilleure proximité. On voyait que la roue touchait probablement déjà la porte. Mais avec l'angle de vue que j'avais, j'ai beaucoup plus aimé le travail de Canuel. Mais ça reste que Steven Archer, c'est un gars agressif, on le voit, mais il est clean. Comme j'ai dit en entrée de jeu, pour sa run de lead, il est clean. Fait que, après ça, lui, il a fait la même chose sa run de chase, mais Alex a vraiment pris le dessus. Alors, les résultats, très vite. C'est une victoire de Alex Canuel qui part donc en finale face à Maxime Tinguy. Et donc, tu as dû le deviner, Steven Archer finit en petite finale face à Jonathan Le Breton. Ouais, mais écoute, qu'est-ce que je veux spécifier au niveau de Steven Archer? Première présence au niveau du championnat. Il est allé qualifier avec un solide... écoute, il a qualifié deuxième. Là. C'est une super belle entrée au niveau du SQDC. Il est allé se battre. Il est allé en top 4. Attendez-vous à quelque chose de gros pour la saison 2020. Justement, en parlant de la saison 2020, c'est un des pilotes qu'on entendait. On entendait parler d'un dans d'autres séries, mais on attendait sa présence de bon bout de temps. Puis pas mieux qu'à briser la glace à Saint-Eustache. Bien écoute, tu as tout à fait raison. Et tu sais quoi, on est gourmand, on va garder le meilleur pour la fin. Donc la finale aura lieu bien ça sera la dernière battle. Et tout de suite, la petite finale. Jonathan Le Breton face à Steven Archer. Joe Le Breton, je pense qu'il a appris de ses erreurs au niveau de sa bataille, sa première bataille. Il va aller un petit peu plus dans le même mindset que sa qualif. Il va aller beaucoup plus sur la ligne, sur l'angle. Il va conserver, je dirais, sa quiétude au niveau de la Outside Zone 2 parce que c'est là qu'il l'a carrément perdu tantôt au niveau de sa lead. Puis écoute, il a comme pas le choix. Là. Il faut qu'il aille chercher la 3e place. Pas une question. Ah, puis là, ça va faire très très mal. Et attention, il faudra vraiment pas 2 fois la même erreur hein, pour Jonathan Le Breton. Parce que derrière, Steven Archer, lui aussi, il est très très fluide et très efficace dans son drift. Le départ qui est donné, voilà, ça y est, c'est fait avec Jonathan qui s'élance, Steven juste derrière, Steven qui va venir chercher tout de suite la proximité sur la voiture de Jonathan qui met énormément d'angle, la voiture de Jonathan qui arrive à garder vraiment une ligne impeccable derrière, c'est incroyable le travail de Steven Archer. Steven Archer qui vient de rendre coup pour coup le déclenchement de Jonathan Le Breton. C'est un combat à mort sur cette piste de Saint-Eustache. Il y a du frappier gauche, il y a de l'angle, il y a des transitions. Ces deux garçons viennent de mettre les lettres drift de piste de Saint-Eustache. Incroyable run, incroyable run. Écoute, on est allé vraiment agressif. Là. Steven, là, je sais pas si vous avez carrément eu la même vue que moi, là, mais regarde le replay, regarde le replay, Stéphane. Regarde ce replay, Stéphane. Mais c'est interdit. C'est incroyable. Là, on revoit les images, vraiment la proximité. Incroyable avec. On veut pas de pression, là, Gaétan, là, mais je sais pas si le monde le savait, on voulait attendre d'annoncer, mais c'est le champion VDC. Là. On a carrément un pilote champion là, qui passe pour la première. Eh ben écoute, je te laisserai l'honneur d'annoncer ça quand ça sera chose faite après ce second run. Steven Archer, cette fois-ci, qui va devoir mettre en difficulté Jonathan Le Breton qui a une tâche incommensurable, mais il semble s'atteler à cette tâche-là. Jonathan Le Breton, il est proche, ils sont tous les deux posés sur le mur. C'est incroyable ce que les deux pilotes sont en train de faire avec Jonathan Le Breton qui va venir un petit peu plus intérieur pour venir chercher la proximité sur Steven Archer. Oui. Très efficace sur cette décélération. Pas de surprise pour Jonathan Le Breton qui a su lire directement dans la ligne de Steven. Ah mon Dieu. Un run qui s'annonce de complexité pour les juges. Bon courage, messieurs. Écoute, Gaétan, quand on se parlait de la série, lorsqu'on t'a proposé de participer à cette ronde-là qui est assez spéciale pour nous, écoute, je pense qu'on a vraiment tous embarqué dans le bateau pour des questions comme celle-là. On se bat pour une 3e place. Un champion VDC, Joe Le Breton qui a eu une solide journée avec plusieurs embûches. On se bat pour la 3e place. Qui va remporter la 3e place pour le round 7 de Saint-Eustache de SQDC? Et moi, je te promets, hein, Stéphane, moi j'ai les poils. Hein. Quand je vois ça, moi j'ai la chair de poule. Hein. Et la victoire de Jonathan Le Breton.
Alors, Joe Le Breton qui s'est récupéré une place, mais je veux juste noter quelque chose de vraiment important, là. Steven Natcher a apporté quelque chose. Ah, écoute, je pense qu'il devrait carrément juste réaliser que sa place au Québec, il l'a. Sa place chez SQDC est là. Sa place en Europe. Je veux voir ce gars-là en 2020. Ouais, là, c'est vraiment un travail. Donc, forcément, troisième place prise par Jonathan Le Breton. Et de quelle manière elle a été prise? Et en tout cas, avec une telle saveur, on a eu l'entrée, on a eu le plat. C'était très bon. J'espère que le dessert, la finale va être tout aussi bonne. La finale, elle oppose, tu l'as deviné, ça va être Maxime Tinguy face à Alex Canuel. Écoute, je sais que les gens qui écoutent le stream ont remarqué, mais on a vraiment un côté humoristique au niveau des photos de nos participants. Mais, chose à remarquer, on avait vraiment envie d'apporter une saveur humoristique à SQDC parce que plusieurs personnes ont remarqué que notre acronyme veut faire référence à quelque chose d'autre. On nommera pas c'est quoi, mais on s'amuse beaucoup là-dedans. Je ne sais pas. Ouais, mais ça va savoir. Ben, c'est ça, on va garder ça pour nous. Mais on a envie de se faire du plaisir parce qu'à la base, on s'est fait pour ça. Écoute, on est. Je commence à avoir chaud, Gaëtan. Je commence à avoir chaud. Là, on est en battle pour la première place. Là. Exactement. C'est la finale, la grande finale. Alex Canuel face à Maxime Tinguy. Maxime Tinguy en S15 et Alex Canuel en PS13. Alex Canuel qui sera donc leader. Et top départ, Alex Canuel leader, Maxime Tinguy juste derrière, qui va mettre les bouchées doubles. Maxime Tinguy qui se fait un petit peu surprendre avec Alex Canuel qui est très rapide avec cette S13. Et derrière, Maxime Tinguy qui a su trouver la solution pour reprendre un petit peu de vitesse. Attention sur cette transition, on sait que beaucoup de choses se sont jouées ici. Maxime Tinguy, très très proche, qui va venir chercher Alex Canuel. Quasiment une bac à gravier pour Alex Canuel. Peut-être ça lui a fait perdre un petit peu de vitesse. En tout cas, Maxime Tinguy, ça ne l'a pas du tout dérangé. Cette perte de vitesse, il a trouvé la solution pour rester dans la portière. Mais je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais c'était très visible pour nous, mais dans la zone de l'Inside Clip 1, on a senti qu'on a coupé au niveau de Maxime. On est allé chercher un petit peu plus vers l'intérieur, on avait envie de récupérer un peu plus de vitesse. Je ne sais pas si Alex il va aller dans le même scénario, parce que les deux pilotes sont quand même relativement très rapides, mais c'est à voir. C'est vraiment un des battles qu'on n'avait pas vu depuis le début, parce qu'il n'y a pas vraiment je dirais, de distance assez notable là, au niveau des battles. C'est vrai. C'est vrai que là, est-ce qu'il va pouvoir jouer dans le même registre? En tout cas, c'est deux pilotes qui ont de la ressource. Et les deux pilotes vont à nouveau s'élancer avec Maxime Tinguy, cette fois-ci leader, et Alex Canuel juste derrière avec la PS13 bleue. Maxime Tinguy qui met beaucoup d'angles. Tout de suite, il a choisi le rôle de la proximité sur le mur et ça permet de vraiment maximiser sa présence sur la clip zone numéro 1. Et derrière, c'est très rapide et Alex Canuel qui trouve la solution avec beaucoup d'angles. Il est fluide, il est clean, Alex Canuel, et Maxime Tinguy, il est efficace aussi. Quel run leader de Maxime Tinguy et Alex Canuel qui trouve les ressources pour rester dans la portière. Écoute-moi Stéphane, je crois que ça va être une nouvelle fois très compliqué pour les juges. Ben, écoute, ce qui me fascine au niveau de Maxime, là, c'est qu'on se trouve à avoir un pilote qui a à peu près 2 battles de gagner, qui a scoré dans 2 événements, il est à 50%, puis là quand on regarde les statistiques, de Canuel, on est à 79%, 11 battles, mais on a quand même du gros calibre, là, on a quand même du gros battle, mais en ce moment, là, tout va se décider en 3 opinions impartiales de juges. On va juger carrément la proximité dans les zones qu'on parle depuis le début, l'Inside Clip 3 et l'Inside Clip 2, parce que le reste, c'est assez semblable, selon mon jugement à moi. Bah écoute, vraiment, ça va être très compliqué. Je sens que tu as bien résumé tout l'enjeu justement de cette finale. Les juges ont une lourde tâche. Va être premier. Et ça sera un one more time, mon cher Stéphane. Allez, on est tous contents quand ça arrive. C'est pas nous autres qui les parieurs, tant que ça nous dérange pas. Mais un one more time, dans des cas comme ça, là, on vient de monter d'un cran la pression. Là, on va le sentir. Est-ce qu'on va faire des erreurs? Est-ce qu'il va y avoir plus de facilité au pilote de dire, écoute, on fait le même scénario, on reste constant. Ça prend vraiment un mindset béton
pour s'assurer qu'on va être capable de faire la même chose au niveau de la lead et de la chicane. Tout à fait. Et ben là, du coup, ils se sont jugés, les deux pilotes. Là, ils ont pu vraiment prendre toute la mesure du pilotage de l'un et de l'autre. Est-ce que Maxime Tinguy va trouver la solution à apporter au pilotage de Alex Canuel? En tout cas, Alex Canuel, lui, il a tout de suite mis beaucoup d'angles, il met beaucoup de vitesse. Et Maxime Tinguy, lui, il est très propre, il joue vraiment le run clean, le run parfait. Et derrière, Alex Canuel, qui fait une belle transition pour venir chercher cette dernière clip zone. Il arrivait, et pourtant ça passe sans problème pour Alex Canuel. Et derrière Maxime qui emboîte le pas sans broncher. Il joue dans le jeu d'Alex Canuel. Maxime, c'est très bien joué de la part de Maxime Tinguy. Premier run très propre de la part des deux pilotes. Ah, on a l'impression déjà vu un peu, hein, on a l'impression déjà vu parce que on se trouve à avoir la même. Ouais, c'est ça, exact. On a vraiment une consistance au niveau de Canuel, on a une consistance au milieu de Max. Je pense que les chiffres parlent vraiment pas pour Max parce que Max a vraiment une fluidité. Il est propre, comme tu dis. Fait que, honnêtement, on peut pas se fier aux statistiques. C'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain. Là. Ça va jouer dur. J'ai hâte de voir le chase de Canuel parce que tout va se jouer dans ce chase. Et justement, tu as bien raison, ça va se jouer ici. Maintenant, sur Saint-Eustache, la dernière run de cette battle pour la finale, pour la première place. Maxime Tinguy qui déclenche un petit peu plus soupolé, mais derrière, Alex Canuel, il a su voir la proximité que Maxime Tinguy a mis au mur. Et Alex Canuel, il n'a plus que constater justement la proximité de Maxime. Et Maxime qui fait une très belle transition, qui joue dans le jeu d'Alex Canuel. Ça va être encore très compliqué s'il n'y a pas de changement majeur de encore déterminer qui va remporter cette finale. Les choses ne sont pas encore faites, il reste un virage. Et voilà que Maxime Tinguy passe la ligne d'arrivée avec Alex Canuel tout proche. Ah, écoute, je sais pas si on a tous vu la même chose, mais dans la dernière section au niveau du Cyclip 3, et moi non plus. Ouais, j'ai beaucoup moins d'heures, mais je suis pas capable de juger comme les juges de la façon que j'étais positionné, mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment pas un straight, mais c'était limite à un 20-25 degrés, donc est-ce que chase pour chase, on est allé plus agressif au niveau de Max? Est-ce que lead pour lead, on est allé plus vers l'autre? On va le savoir. Écoute, le jugement va se faire. C'est un jugement de finale. Présentement, on est après justement s'assurer que la piste est apte à avoir un nouveau One More Time. Et je pourrais vous dire que c'est le genre de choses qu'on doit s'assurer que s'il y a un jugement pour la première place, on n'a pas de One More Time. Si en ce moment on en a un, on va juste s'assurer que la piste est fraîche et prête à aller voir un autre bataille. Donc on attend toujours le verdict des juges qui devrait être lancé sous quelques secondes. Ouais, d'ici quelques secondes, le jugement, mais vu le temps que ça prend, ça doit être très compliqué là de prendre une décision efficace. Ouais, écoute, Saint-Eustache est rempli de surprises. Je tiens à noter aussi, chose importante à savoir, aujourd'hui, c'était notre test. C'est la première fois qu'on stream l'événement. C'est la première fois qu'on a une équipe. On travaille ensemble, Gaétan. On commente ce qu'on voit. C'est notre première fois qu'on travaille ensemble. Puis écoute, je pense qu'on a vraiment bien joué pour cette première brise-glace. Avec une belle track comme Saint-Eustache qui est créée par nos modeurs. Puis je dirais qu'à la base, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de réponses, mais les gens de la communauté ont vraiment vu ça comme une belle surprise, quelque chose qui est un peu, je dirais, flatteur pour les propriétaires de Saint-Eustache, puis pour nous, des fans de drift comme ça, qu'on se dit, garde, on a une piste qui ferme, on a des choses qui se passent dans l'industrie, et on est quand même capable d'avoir quelque chose de virtuel qui va nous rappeler à jamais, justement, cette piste qui est quand même une icône de la drift, même au Canada, parce que les gens de Formule Drift venir compétitionner ici. Là. C'est bien, c'est vrai que tu le fais remarquer, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais malheureusement, eh bien, la piste de Saint-Eustache doit fermer, elle va fermer, et c'est un pan de l'histoire qui s'effondre après 50 ans, et on sait que c'est un travail de longue haleine, ce genre de choses. On va forcément, avec une note un petit peu comme ça, un petit peu amère, en tout cas, on va pas se laisser abattre, parce que la joie, la fête est là, on a un podium. Oui, puis écoute, pour mettre un peu de positif dans tout ça, la chose qui est vraiment importante à retenir, c'est que
un livre se ferme et un autre se rouvre. Puis la passion pour le sport est encore là. Les gens qui sont dans ce milieu-là le savent. Tout est une question aussi de mettre la main à la pâte pour essayer de développer quelque chose de différent, essayer d'emmener un autre aspect à la drift. Nous, on a décidé de développer la SQDC. C'est pas vraiment une série qui est virtuelle, mais qui apporte beaucoup je dirais de lumière sur justement ces touches-là. Mais j'ai hâte de voir justement ce jugement-là, le dernier round de l'année 2019 pour les SQDC. Tout à fait, bah écoute, tu peux pas mieux dire, tu peux pas mieux conclure avant la décision qui a remporté ce 7e round ici à Saint-Eustache, qui est sur la première place, qui a fait le tour de force ici sur cette piste légendaire du Canada. On va voir ça en Le primaire. suspense est total. Même pour nous, c'est intenable. Oh my god. Abrégez-nous. Et ça sera une victoire pour Maxime Tinguy qui s'empare de la première place ici à Saint-Eustache. Et donc forcément 2e place de Alex Canuel et la 3e place de Jonathan Le Breton. Écoute, je suis tellement fier des boys. Bravo à vous autres. Écoute, les gars ont travaillé vraiment fort. Sans eux autres, d'un, il n'y a pas de série. J'écoute vraiment les gars. J'ai l'impression qu'il y a un feeling que tout le monde a vraiment adoré l'expérience cette année. Merci à Fred Bois qui a donné corps et âme dans cette série-là, qui a fait en sorte d'aller justement dénicher les gars, essayer de trouver justement des pilotes qui étaient en virtuel, qui avaient des setups à la maison, qui avaient envie de faire une série. On le voit, les gars célèbres, on a un trio de gens qui font un petit burn-out, puis je pense que la joie, à la base, c'est un plaisir pour eux autres de jouer aux jeux vidéo, mais c'est surtout aussi malheureux, mais en même temps, c'est très, très, très le fun de voir qu'on est capable d'avoir de la qualité au Québec au niveau du virtuel, puis écoute, sans nos partenaires, ça serait pas possible, là, justement. Écoute, mon cher Stéphane, toute chose a une fin. Écoute, j'étais très content de commenter avec toi, Stéphane, cette dernière manche, ce dernier round, cette dernière ronde du SQDC. Bien entendu, le SQDC n'est pas fini, il revient. Restez sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, sur Facebook, avec ces 4 lettres magiques SQDC pour Simulateur Québec Drift Championship. Restez sur les réseaux sociaux attentifs. Du très très lourd arrive prochainement pour la saison suivante et on vous espère nombreux et nombreuses. Et moi je te dis bonne soirée à toi et on se retrouve très vite. Ciao Stéphane. Ciao.